Et j'accueille en studio Hamoutal Sadan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'association Hotline pour les réfugiés et les migrants, et Amissi Kamola Tonton, représentant de la communauté des demandeurs d'asile congolais en Israël. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir parler de la situation et du statut, ou non d'ailleurs, des demandeurs d'asile et des réfugiés en Israël. D'abord, une réaction au reportage. Hamoutal d'abord. Bon, ce que Kouboum dit est tout à fait vrai parce qu'en fait, la situation du sud de Tel Aviv, de ce qu'on parle, est problématique, pas parce que c'est la faute des réfugiés, on dirait, mais parce que comme l'État d'Israël ne les donne pas le statut de réfugié et comme ça ne donne pas des droits humains, alors c'est très difficile pour les gens avec le post-trauma de se, comment on dit, de se reconstruire, de se reconstruire la vie, de continuer avec leur vie, avoir la remédie avec tout ce qu'ils ont passé dans le passé. Mm-hmm. Et pour vous, une réaction au reportage? Et je crois que la phrase qui m'a beaucoup plus frappé dans ce que Kourou m'a dit, c'est la politique d'usure dont use le gouvernement israélien pour décourager et les demandeurs d'asile, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, ne sont pas encore des réfugiés, la majorité ou du moins la plupart, parce que selon les statistiques, ça reste à désirer combien des demandeurs d'asile ont reçu le statut des réfugiés. Alors, et la politique d'usure dont use le gouvernement israélien et ne porte pas de fruits pour autant que vous faites fatiguer quelqu'un pour qu'il rentre là d'où il est sorti, où il n'a rien à perdre. Mais et en même temps, le gouvernement israélien, d'ailleurs celui-là, mais les précédents, puisqu'il n'y a jamais eu de statut de réfugié en Israël clair, en tout cas, une politique claire pour les demandeurs d'asile. Il n'y a pas d'expulsion non plus, parce qu'Israël est bien conscient qu'on ne peut pas renvoyer quelqu'un dans une zone de guerre. Et Israël est lié par une obligation, je ne sais pas s'il faut l'appeler légale, du point de vue international, et il est signataire de la Convention de Genève de 1951. Et sans mâcher des mots peut-être, il fait semblant de ne pas nuire à son image au niveau international. Alors, il fait semblant de maintenir les demandeurs d'asile ici dans le but qu'un jour, ils décideront de partir par eux-mêmes et que Israël sortira main blanche. Vous voyez, bon, et je les ai gardés ici, mais ils ont décidé de s'en aller. Pourtant, c'est sa politique. Il veut que les gens se fatiguent pour qu'ils partent. Malheureusement, les gens ne peuvent pas partir parce que quelqu'un qui n'a rien à perdre, qui a tout abandonné, alors il ne pense qu'à rien. Tous ces personnes, tous ces gens qui sont venus, qui sont arrivés, ils ne cherchent rien d'autre que la sécurité. Alors, pour autant que la sécurité leur est accordée, alors ils ne peuvent pas bouger jusqu'à ce que leur situation soit réglée. Alors, vous restez évidemment avec nous. Je voudrais qu'on parle de ce reportage avec celle qui l'a réalisé. Léa Anthony, bonsoir. Qu'est-ce qui vous a marqué en tournant dans les quartiers sud de Tel Aviv ? Bonjour Myri. Alors effectivement, on a voulu mettre un coup de projecteur sur la situation des migrants, des demandeurs d'asile qui sont beaucoup dans le sud de Tel Aviv. C'est une situation qui est passée un peu en dessous des radars médiatiques puisqu'on a parlé énormément des différents fronts de la guerre avec Israël, des tensions régionales multiples et du coup on ne parle pas beaucoup de la situation de milliers de réfugiés, de demandeurs d'asile qui sont en Israël. Donc voilà, on a voulu mettre un coup de projecteur sur leur situation. Et la première impression que j'ai eue en arrivant à Neve Sha'anan, ce fameux quartier de Tel Aviv, c'est que c'était pas si terrible. Alors mon caméraman Daniel Bock m'a dit que si, c'est terrible comme situation. Ils sont dans une situation quand même très grave et c'est juste que là on ne le voit pas. Mais il y a de nombreuses prostituées qui là en ce moment sont en train de dormir. Il y a de nombreux dealers de drogue. Donc c'est voilà une situation compliquée. Mais c'est du coup ce contraste entre ce que je m'attendais à voir et ce que finalement on ne peut pas vraiment voir. Et ça m'a paru important de parler
de ce qu'on ne pouvait pas voir aussi, notamment des difficultés administratives des demandeurs d'asile, des obstacles qu'ils doivent affronter tous les jours pour améliorer leurs conditions de vie ou simplement faire des choses qui nous semblent simples, comme avoir un permis de conduire, voilà. Et ça nous a semblé important de mettre sous le feu des projecteurs cette situation compliquée pour de nombreuses personnes, très nombreuses personnes, et d'en parler. Et ce que je retiens dans ce reportage, c'est pas seulement les aspects négatifs de la politique israélienne ou ce genre d'aspects, c'est aussi les efforts et les liens avec les Israéliens, entre ces communautés réfugiées et de demandeurs d'asile et les Israéliens. La cohabitation, elle n'est pas si terrible. Je voulais aussi mettre l'accent sur les aspects positifs de cette cohabitation. Par exemple, Kibron, pendant l'interview, me racontait que de nombreux Érythréens de demandeurs d'asile d'Érythrée sont allés dans le sud pour aider les communautés du sud après le 7 octobre, qui sont allés dans le nord aider à l'agriculture, au transport de nourriture, etc. Pour aider les Israéliens et se tenir à leur côté, même dans des périodes dramatiques comme ce qu'on a connu après le 7 octobre. Et ne pas parler simplement des aspects négatifs de la politique d'asile israélienne. Et puis, Léa, vous avez sollicité la réaction des autorités israéliennes concernant la situation de ces demandeurs d'asile. Qu'en est-il ? Alors oui, effectivement, j'ai contacté les autorités d'immigration israéliennes et leur réponse a été assez brève. Je leur ai demandé comment se faisait-il qu'il y avait aussi peu de demandes d'asile accordées, notamment aux Érythréens et aux Soudanais. Et on m'a répondu qu'ils ne faisaient qu'appliquer la politique du gouvernement, les décisions du gouvernement et de la Cour, que leur responsabilité s'arrêtait là, qu'en termes de conditions de vie, c'était la responsabilité des autres ministères, le ministère du Logement, le ministère de l'Emploi, etc. Donc voilà, on n'assume pas vraiment une responsabilité globale sur les conditions des réfugiés, des demandeurs d'asile en Israël, mais on se renvoie un petit peu la balle. Ce qui était assez frustrant, parce qu'on peut comprendre les inquiétudes d'Israël de voir des migrants arriver sur son territoire, mais on comprend un petit peu moins ce refus de trouver des solutions ou d'assumer une responsabilité de politique d'asile globale. Donc, alors qu'on pourrait essayer de trouver des solutions pour que les Israéliens et pour les demandeurs d'asile, la situation puisse s'arranger. Merci beaucoup Léa Anthony. Hamout Al-Sadan et Amici Kamola Tonton, je vais jouer un petit peu à l'avocat du diable. Certains estiment qu'il s'agit non pas des réfugiés, des demandeurs d'asile qui viennent d'un pays en guerre, mais des réfugiés économiques puisqu'ils sont passés par l'Égypte, ils n'y sont pas restés. Alors tout d'abord, pourquoi ne pas être restés en Égypte ? Je ne sais pas lequel des deux voudrait répondre en premier. Hamout. Donc, première chose, les réfugiés ne peuvent plus entrer par rapport de la frontière d'Israël, qui est Israël avec l'Égypte, parce que à 2013, Israël a fermé la frontière avec l'Égypte, et depuis, par rapport des rapports de l'autorité d'immigration, je dis, depuis 2017, il y a zéro entrée des immigrants, des réfugiés, de n'importe quoi, dès la frontière avec l'Égypte. Alors en fait, Mais ceux qui sont là sont bien passés par l'Égypte. Si, mais ça fait des années. Comme Tonton dit, comme Koubo m'a dit, ça fait presque 20 ans que les gens ils sont ici, comme demandeurs d'asile, sans avoir des droits, sans avoir des statuts, sans avoir une réponse à leur demande d'asile. Alors, il n'y a plus de gens qui sont nouveaux en Israël parce que c'est plus possible d'entrer en Israël par rapport à la frontière avec l'Égypte. Et pourquoi ils sont partis de l'Égypte ? Alors, je parle de 2005, quand les premiers réfugiés ont commencé d'entrer en Israël. Il y avait des réfugiés en Égypte et à cette époque-là, c'était l'ONU qui a regardé les demandes d'asile. Et après, par rapport à la situation politique en Égypte, etc., l'ONU devait sortir de l'Égypte et les réfugiés ont fait une démonstration à la place de Mustafa Mahmoud en 2005. Et les soldats égyptiens ont tué. Ils ont tiré sur les réfugiés. Et c'est pour ça qu'ils devaient sortir de l'Égypte. Ils sont entrés en Israël. Et comme j'ai dit, la quantité maximale de réfugiés qu'on a eu de l'Afrique en Israël était
64 000, c'était à 2016. Là, il y a 30 000. Parce que, comme Tonton a dit, la politique d'usure essaie de fatiguer. Et c'est pas une... c'est pas quelque chose une interprétation, mais c'est Eli Yishai, qui était le ministre de l'Intérieur en 2013. Il a dit qu'il construit le prison de Cholot pour faire les gens misérables, pour faire les gens malheureux, pour qu'ils sortent de leur... volontairement, ils sortent d'Israël. D'accord. Justement, pourquoi être attiré par Israël alors qu'on imagine que les réfugiés savent qu'il est très difficile de faire une vie en Israël? Et je crois que si vraiment c'était pour chercher la vie, et avec tout le respect que je dois, et ce n'est pas Israël qui serait le premier choix ou parmi les choix, parce qu'il y a d'autres directions là où il fait beau, hein, et si je peux utiliser les guillemets. Comme l'Europe, par exemple. Comme l'Europe. Et alors, les gens sont arrivés en Israël par manque de choix, c'est-à-dire ils voient juste une porte ouverte pour juste se sauver et sauver sa vie. Il la traverse en attendant et il ne sait pas ce qu'il attend et tout le reste. Alors, ils sont là, les réfugiés, ou du moins les migrants économiques comme les médias, certains médias et d'autres responsables politiques veulent le faire croire à l'opinion publique israélienne et il n'en est rien. Pourquoi? Parce que c'est question seulement qu'Israël aujourd'hui, où l'administration et le ministère de l'Intérieur qui est chargé de cette question-là se mettent à étudier les dossiers au cas par cas de tout et les demandeurs d'asile et c'est fini et la question sera réglée. Mais ça fait 20 ans que quelqu'un avait déposé sa demande d'asile, la demande a été reçue, elle n'a ni jamais été acceptée, et moins encore traitée, parce que, et j'en suis l'exemple vivant, toutes les fois que je dois adresser une lettre pour dire où en êtes-vous avec ma demande, ils me disent, toi tu es là seulement depuis 9 ans déjà, et il y en a qui sont arrivés il y a 30 ans, il y a 25 ans. Bon, on doit d'abord revoir les dossiers de ces gens, et là je me demande à quand et mon tour. Vous voyez, c'est juste cette question-là. Et cette attitude peut-être, j'utilise encore des guillemets, de rejeter la responsabilité sur les autres, au lieu de prendre en charge ce que l'on doit prendre en charge. Et c'est peut-être le temps et le moment pour que le gouvernement décide, une fois pour toutes, ouvrez les dossiers, ouvrez les tiroirs et étudiez les dossiers des gens, décidez qui est demandé ou qui est réfugié ou qui ne l'est pas et vous trouverez parmi toutes ces personnes et tous ces gens qui avaient déposé leur demande demande d'asile, ce sont des demandes vraies et réelles. Ce sont des gens qui ont fui et des pays en guerre, non seulement en guerre, et puis des pays à dictature forte. Pour ce qui est des cas des Érythréens, moi je suis du Congo, je parle pour les Érythréens, et l'histoire et tout le monde est au courant de ce qui s'était passé en Érythrée depuis qu'ils avaient décidé de quitter. En tout cas, le temps passe très vite avec vous. Merci beaucoup, Hamoutal Sadan, et merci à Missy Kamola, tonton, d'avoir été dommage avec que nous. C'est fini déjà. Et voilà, mais vous savez, c'est la dictature de la montre. Hein. Je n'ai pas toute la soirée, malheureusement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.